L'île de Java, en Indonésie. Au milieu de ces paysages à couper le souffle, coule une rivière, la plus polluée du monde. « 14 millions d'Indonésiens utilisent l'eau du Citarum, source d'irrigation et d'eau potable. L'eau, elle me gratte la peau. Ça me brûle. L'un des principaux responsables de cette pollution se trouve dans nos placards, l'industrie textile. Donc ça, c'est l'eau que votre usine rejette dans le Citarum. Oui, pour moi, rien de tel qu'un contrôle visuel. Puis je mets l'eau sur ma main. Si ça ne pique pas, alors c'est bon. Des citoyens indonésiens protestent. Mais il manque de preuves pour défendre leur cause. 500 usines de textiles longent le fleuve, on sait qu'elles y rejettent directement leurs eaux usées. Une odeur insupportable. T'as vu la couleur de l'eau? Je suis journaliste. Avec mon équipe, nous nous engageons aux côtés de ceux qui luttent contre cette pollution. Nous allons mettre nos moyens d'enquête à la recherche des preuves des rejets toxiques. 10 mg par litre de phosphate. Vous avez déjà fait analyser votre riz? Non, jamais. Tout au long de notre investigation, nous travaillerons en collaboration avec des scientifiques, spécialistes dans leur domaine. Vous avez déjà vu des niveaux aussi élevés dans votre carrière? Non. Non. Combien de polluants vous avez trouvé dans les cheveux de ces enfants? Là, on est monté à plus de 50-54 polluants différents en moyenne. Nos résultats pourraient aider les militants qui se battent pour préserver leur environnement et leur santé. Nous allons aussi remonter à la source de la pollution, jusqu'aux grandes marques de vêtements mises en cause. Nous avons fait des analyses d'eau chez des sous-traitants d'Uniqlo. J'aimerais être sûr que la caméra est bien éteinte. Notre voyage avait pourtant débuté dans le plus beau des décors. Dans les montagnes de l'île de Java. Au pied du volcan Wayang, ce lac. Le berceau du fleuve Citarum. Titi Bakhtiar est géographe à l'université de la région. Situ Cisanti, c'est le nom de ce lac sacré à l'origine du Citarum. L'eau ici est très pure. On peut même se laver le visage. La légende dit que c'est une eau de jouvence. Le Citarum est important pour l'Indonésie, très important. Grâce au barrage, il produit suffisamment d'électricité pour les îles de Java et de Bali. C'est une source d'eau de consommation. Elle est utilisée pour la pisciculture, pour l'agriculture. 3 millions de personnes habitent le long de ces rives, et 11 millions de plus tout autour. La source du Citarum, une merveille indonésienne. Le fleuve serpente l'île de Java sur 300 km et se jette dans la mer, à l'est de Jakarta, la capitale du pays. Dans les premiers kilomètres, le Citarum n'est qu'un simple ruisseau. Puis, il devient bientôt une rivière, essentielle aux paysans. Et enfin un fleuve qui traverse les grandes villes de l'île.
Mais au fil des kilomètres, un tout autre spectacle s'offre à nous. Des monticules de détritus. Le blanc du plastique remplace le bleu de l'eau. En Indonésie, malgré une forte croissance de la consommation, le système de traitement des déchets reste encore balbutiant. Alors le fleuve sert de poubelle à ciel ouvert. Les rivières indonésiennes déversent chaque année 200 000 tonnes de plastique dans la mer. Le plastique, une pollution visible, mais pas la plus dangereuse. Le Citarum et ses habitants souffrent surtout de la pollution chimique. Comme à Suku Maju, l'un des nombreux villages qui longent le fleuve et ses usines textiles. Nour Hayati a toujours vécu ici. Tous les matins, elle se rend au puits, alimenté par le Citarum. J'utilise l'eau de la rivière pour faire la vaisselle, laver les vêtements, pour se doucher, pour laver les légumes. La couleur change. Parfois c'est noir, parfois c'est rouge. Ce matin, l'eau est propre, alors j'en profite pour laver les légumes. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre source. Nour habite à 2 pas du puits, au cœur de ce quartier de 3000 personnes. Un quart des habitants a moins de 15 ans. Ces enfants, ce sont les plus fragiles, ceux qui semblent le plus souffrir de la pollution. Comme les 2 enfants de Nour. Aujourd'hui, le grand a la nausée. La dernière fois que je l'ai emmené au dispensaire, le médecin m'a dit qu'il avait un problème au foie. Et là, il ne peut plus manger. L'eau, elle me gratte la peau. Ça fait mal. Ça me brûle. La pollution, jusque dans la chair. Nour a rendez-vous chez le médecin. Le dispensaire est à une demi-heure, en carriole. Et c'est comme ça 2 fois par mois. Yuda, son fils aîné, retombe malade dès qu'il termine ses médicaments. Ça fait combien de jours qu'il est malade? 3 jours. Et quels sont les symptômes? Il a mal à la poitrine quand il tousse. Hier, il avait la nausée. Il vomissait dès qu'il mangeait. Mes voisins ont les mêmes problèmes parce qu'on se douche avec l'eau de la rivière et elle est vraiment très sale. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de diarrhée, surtout chez les enfants. C'est peut-être lié à l'eau contaminée qu'ils boivent. Mais comme leur maladie de peau, c'est difficile à prouver scientifiquement. Impossible de tirer des conclusions définitives. Il n'existe aucune étude épidémiologique, aucune preuve de l'impact de la pollution du Citarum sur les populations locales. Un homme se bat pour changer cette situation. Denis Riswandani. Il dirige la seule association de défense de l'environnement de la région. Nous l'accompagnons pour une descente au cœur de la pollution du Citarum. 17 ans qu'il arpente le fleuve à la recherche des rejets toxiques de l'industrie textile. C'est bleu.
Dans la région, il y a 500 entreprises textiles qui longent le Citarum. Elles rejettent leurs eaux usées directement dans le fleuve. En moyenne, chacune de ces usines déverse 1300 litres de déchets par jour. Elles rejettent des eaux de couleurs différentes, ça dépend des teintures qu'ils utilisent, du marché pour lequel elles produisent et du type de vêtements qu'elles doivent fabriquer. Ça là, c'est les rejets de plusieurs usines. Vous voyez aujourd'hui, c'est rouge foncé. Et c'est chaud. C'est très chaud. Voilà pourquoi on dit que le Citarum est le fleuve le plus pollué du monde. Ça me fait pleurer de voir tout ça. Ça me rend triste de voir le Citarum dans cet état, de voir mon fleuve si sale. Quelles entreprises rejettent leurs eaux usées dans le Citarum? Nous récupérons la liste des usines textiles qui longent le fleuve. Les voici sur une carte. Regarde là, tous les points jaunes, ce sont les usines le long du Citarum. J'ai compilé les données du ministère du Commerce indonésien. 75% de la production textile est destinée à l'étranger, surtout au marché américain et européen. L'un des plus gros exportateurs du pays, le groupe Gistex. L'accès est rare. L'entreprise accepte de nous ouvrir ses portes. 4500 personnes travaillent ici. Gistex produit surtout du tissu en polyester, une matière synthétique très gourmande en produits chimiques. C'est très bruyant à l'intérieur. Monsieur Willy dirige cette usine, l'un des 3 sites Gistex en Indonésie. Le groupe travaille surtout avec les grandes enseignes de vêtements. Dans ces bâtiments, 1000 machines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois que nous avons mis les fils sur les bobines, nous les rassemblons sur cette machine. Et une par une, elles forment ces grands métrages. L'usine produit près de 3 millions de mètres de tissu par mois pour le monde entier. Et chacune de ces machines traite les fils avec une eau chargée en produits chimiques. L'eau usée coule ensuite jusqu'au bassin de décantation. Voici notre installation de traitement des eaux usées. Elle fait 50 mètres de large sur 100 mètres de long et 6 mètres de profondeur. Vous utilisez combien de litres d'eau? 200 mètres cubes d'eau par heure. Soit plus de 3300 litres par heure. Et vous analysez quel genre de paramètres dans les eaux usées? Le pH, la turbidité, la couleur, les matières en suspension et la demande chimique en oxygène. Et vous analysez le chrome, le cadmium, le plomb, les métaux lourds? Pas tous les jours. Seulement 5 paramètres quotidiens, alors que les standards internationaux en prévoient au minimum 18. Donc ça, c'est l'eau que vous rejetez dans le Citarum? Oui. Et on peut la boire? Non, je ne pense pas. Mais ce n'est pas dangereux. Non, il faut la filtrer si vous voulez la boire. Mais regardez, c'est OK. Vous pouvez la toucher, mais pour moi, rien de tel qu'un contrôle visuel. Puis je mets l'eau sur ma main. Si ça ne pique pas, alors c'est bon.
Nous ne sommes pas vraiment convaincus par le test de la main qui pique. Est-ce qu'on peut aller voir votre déversoir? C'est loin. C'est tout en bas. Vous ne voulez pas y aller? Il y a plein de moustiques. Et il y en a encore plus en bas. Désolé. Cette excuse pique notre curiosité. Nous traversons le fleuve, juste en face de l'usine Gistex. Nous voulons voir ce que ce sous-traitant de l'industrie mondiale du textile ne veut pas nous montrer. Notre moustique à nous, c'est notre drone. Je suis en train de regarder où sont rejetées les eaux usées de l'usine de textile Gistex. Et je crois que j'ai repéré l'endroit parce qu'il y a un gros tuyau qui balance de l'eau. Regarde, c'est là. Le déversoir des eaux usées, c'est ce long tuyau blanc qui termine sa course sous les feuillages, à la bordure du site. Pour accéder à cette zone interdite, il faut descendre le Chitarum. Nous approchons de l'évacuation d'eau de l'usine. À 30 mètres, l'eau est déjà couverte d'une pellicule de mousse blanche. Voici ce que Gistex ne voulait pas nous montrer. Nous sommes sur la propriété de l'entreprise sans son autorisation. Il faut faire vite. Nous prélevons 2 litres d'eau pour les faire analyser. Forward. Ok. Alors que nous poursuivons la descente du Chitarum, les fumées d'une autre usine attirent notre attention. Lenzing, le leader mondial de la fibre artificielle. L'entreprise fournit la majorité des grandes marques de vêtements. Là encore, des immenses bassins de décantation. L'un des villageois nous met sur la piste de son déversoir. C'est le pipeline de South Pacific Lenzing, c'est ça? Oui, c'est ça. Sous ce coffrage de béton, le tuyau traverse les rizières. Ça commence à ressembler à la pollution industrielle. Là, regarde, il y a des sortes de rejets d'essence à la surface ou d'hydrocarbures. On approche, à mon avis. Et puis, sur les rives du Chitarum... Monsieur, viens voir, viens voir. Regarde. Ça sent super fort. L'odeur prend à la gorge. C'est ici, à 300 mètres de son usine, que Lenzing déverse ses rejets à l'abri des regards, tout près des champs et des habitations. Une coulée jaune et noire qui termine sa course dans le fleuve. Cette fois, nous avons plus de temps. Nous testons directement l'eau avec notre kit d'analyse. Avant notre départ, un scientifique nous a donné la liste précise des différents polluants à analyser. Oui, professeur, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien, oui. Le professeur Legube, un chimiste spécialiste des analyses d'eau. Et vous me conseillez quoi, là, comme analyse primaire? Les chromes, parce que le chrome, les chromates en particulier, peuvent être utilisés dans l'industrie textile. Et donc, c'est pour ça que je voulais donner comme indicateur. Le chlorure peut être un indicateur de pollution. Arsenic, nitrate, ammonium. 1, 2, 3, 10 mg par litre de phosphate. Ces résultats nous interpellent, mais ils ne donnent qu'une évaluation de la pollution. Pour être plus précis, je vais prendre de l'eau et l'apporter au laboratoire. À quelques mètres, sur les rives du Chitarum, des rizières.
irriguée par l'eau du fleuve. C'est la principale culture qui longe le Chitarum. Comme ici, dans la parcelle de l'agriculteur Kang Yusuf. Regardez ça. Comme c'est pourri. Qu'est-ce qui détruit vos plants de riz? C'est l'eau polluée qui pourrit les racines de mon riz. Et ensuite, les insectes les attaquent. Regardez les insectes. Il y en a beaucoup. Surtout les pucerons. Avant l'installation des industries, je récoltais 3 tonnes par saison. Mais maintenant, je ne récolte plus qu'1 tonne. Au maximum. Il y avait des petits poissons dans les rizières. C'était bon pour la santé de mes cultures. Maintenant, ils sont tous morts. L'eau me gratte les mains et le corps. Quand je rentre à la maison, j'ai la nausée à cause des odeurs toxiques. Les parcelles de Kang Yusuf sont littéralement encerclées par les usines de textile. L'eau qui irrigue sa rizière est pourpre et mousseuse. Quel polluant se cache dans ce riz? Est-ce que vous avez déjà fait analyser votre riz? Les échantillons de riz et d'eau en poche, nous filons à l'Institut d'écologie de l'Université Padjadjaran. Ah, Dr Sonardi, comment allez-vous? Bonjour. Ravi de vous rencontrer. C'est ici votre laboratoire? Oui, allons-y. Je vous suis. Le professeur Sonardi dirige le seul laboratoire d'études environnementales de la région. Ici, nous avons un spectromètre d'absorption atomique. Cela sert à mesurer les métaux lourds dans les échantillons. Ici, c'est pour les paramètres chimiques. Je peux vous donner mes échantillons du Chitarum? Oui, bien sûr. Ça, c'est de l'eau pourpre des rizières. Donc ça, c'est l'eau qui irrigue les champs de riz, c'est ça? Oui. Et voici le riz qui va avec. J'espère qu'il y en a assez pour l'analyse. On a besoin à peu près de 5 grammes au minimum. 5 grammes, alors je pense que c'est bon. Voici l'eau de South Pacific Lensing, de l'usine de son déversoir. Alors là, on va analyser les métaux lourds les plus dangereux, comme l'arsenic, le mercure, le cadmium, le plomb. On connaît les effets de ces métaux lourds, comme les cancers ou les problèmes de reproduction chez les hommes, chez les femmes. D'accord. Je reviens dans une semaine. Oui, j'aurai les résultats. Moi, je continue de mon côté. Merci encore. Allez, à plus tard. En attendant les résultats, à 2 pas des usines, nous réunissons une partie des femmes et des enfants du village. Nous leur proposons d'analyser leurs cheveux pour mieux comprendre à quels polluants ils sont exposés. Un protocole délicat. Pour nous conseiller, au bout du fil, Brice Appenzeller. Vous m'entendez, professeur? C'est la référence européenne en matière de recherche de polluants dans les cheveux. Il dirige l'unité de biomonitoring humain à l'Institut de santé du Luxembourg. Quel est l'intérêt des analyses de cheveux par rapport aux analyses de sang ou d'urine? Quand on fait une analyse
de sang ou d'urine, on a une information sur les quelques heures qui précèdent le prélèvement. Avec les cheveux, c'est différent. La vitesse de croissance, elle est de l'ordre de 1 cm par mois. Donc ça veut dire que comme on a assez facilement des échantillons qui font plus qu'1 cm, on a une information qui couvre une période de plusieurs mois et donc qui est vraiment représentative de l'exposition chronique de l'individu. Ce qu'on retrouve dans les cheveux est passé par l'organisme et par le système sanguin. Il faut savoir que les enfants sont des organismes en développement qui ont un métabolisme qui n'est pas forcément encore mature. Et c'est justement en ce sens-là que les enfants sont des cibles particulières pour tout ce qui va être perturbateur endocrinien. Je coupe en haut ou en bas? Nous prélevons les cheveux de 10 enfants du même quartier, âgés de 12 mois à 14 ans. Adi, Passari. Nous les envoyons en express au professeur Appenzeller, au Luxembourg. Mais alors que nous quittons le village, nous recevons un appel des militants écologistes, ceux que nous avions rencontrés lors de la descente en rafting. Bonjour Martin. Je pense que vous devriez venir voir le déversoir de l'entreprise Panasia. Ils jettent leurs déchets en pleine nuit. L'un de nos contacts est sur place. L'usine est située juste au bord du Chitarum. Le groupe Panasia, l'un des plus gros sous-traitants indonésiens de l'industrie textile. Regarde juste là, t'as Panasia. Ici. Et les eaux usées, c'est par là-bas. Viens, fais gaffe à toi. Hi. Bonsoir. Terima kasih. Bonsoir. Ok, it's here. Ok. Ok. So what is this? C'est ici alors? Oui, ce sont les rejets de Panasia. L'usine est juste derrière. C'est la plus importante entreprise du coin. Nous nous sommes plaints auprès de Panasia. Parce que quand l'eau monte, cela atteint nos champs et ça nous gratte la peau. L'eau est sale, l'odeur est insupportable. C'est vrai que ça sent fort. Là, le villageois qui est là me dit de mettre un masque si je vais très près de l'eau, parce que c'est vrai que même d'ici on sent l'odeur. Je dois avouer que c'est assez fort. Ok. Ok. This is strong. Okay. Thank you. C'est bouillant, c'est hyper chaud et l'odeur est insupportable. T'as vu la couleur de l'eau? Regarde. Ok, and the small one. Je sors de là, direct. Ok. Thank you. Cette fois, impossible de donner ce prélèvement au laboratoire indonésien du docteur Sunardi. Thank you. Il n'aura pas le temps nécessaire pour les analyser. Nous devons les envoyer en urgence en France à un autre laboratoire, spécialisé dans les études environnementales. En attendant, au milieu des rizières, nous retrouvons le biologiste indonésien, le docteur Sunardi. Il vient de finir d'analyser les 2 premiers échantillons d'eau et de riz que nous lui avions confiés. Il nous a demandé de l'amener à la rizière où nous avons réalisé les prélèvements, car il veut en avoir le cœur net. Ce qu'il a trouvé dans le riz lui paraît à peine croyable. Nous avons trouvé quelque chose de très préoccupant, le taux de chrome. Il est très élevé.
28 mg par kilogramme. Mais surtout, dans ce riz, nous avons trouvé des concentrations de plomb bien au-dessus des normes recommandées. On a trouvé 29 mg par litre pour le plomb, alors que la limite est à 0,25. C'est plus de 100 fois au-dessus? Oui, c'est ça. Quelles sont les conséquences chez les enfants d'une exposition à des hauts niveaux de plomb? Le plomb est très dangereux. Cela agit sur le système nerveux. Donc, si les enfants y sont exposés, ils auront des déficiences intellectuelles. C'est le pire effet du plomb. Je pense que la source principale de pollution de cette rizière vient des industries textiles. Si notre gouvernement mettait des normes trop élevées, cela effraierait les investisseurs étrangers. Mais le problème, c'est qu'avec aussi peu de contrôle, on sacrifie les gens d'ici. Ce riz qui pousse le long du Citarum est vendu dans toute l'Indonésie. Il est contaminé au plomb, 116 fois au-dessus de la norme indonésienne. Un taux important car les métaux lourds s'accumulent dans les rizières. Cette pollution au plomb semble concorder avec les autres résultats du Dr Sunardi, ceux des rejets d'eau usée des usines textiles. Pour Gistex, le taux de plomb est supérieur aux limites internationales, 1,5 fois au-dessus de la norme. Pour l'entreprise Lenzing, c'est pire. Le niveau de plomb est 3,5 fois supérieur. Mais ce n'est pas tout. Un autre paramètre attire notre attention, le sulfate. Lenzing en rejette 7087 mg par litre, près de 10 fois les recommandations mondiales. Des taux élevés de sulfate dans l'eau peuvent conduire à des diarrhées, notamment chez l'enfant. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de mortalité infantile du pays. En Indonésie, 147 000 enfants meurent chaque année avant l'âge de 5 ans. Enfin, pour la troisième usine, Panasia, celle dont nous avions prélevé l'eau la nuit, le laboratoire français vient d'en terminer l'analyse. Nous allons découvrir les résultats chez Denis Riswandwani, le militant de l'Association de défense de l'environnement. Ensemble, nous contactons le chimiste français en charge d'interpréter les analyses d'eau de Panasia, le professeur Bernard Legube. Et vous me voyez ou pas? C'est l'un des spécialistes mondiaux de la pollution de l'eau. Donc il fait phtalates, c'est du textile. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous pensez des résultats du coup? Alors, bon, déjà, l'eau que vous avez analysée, c'est quasiment une eau d'égout, une eau usée, urbaine, compte tenu de la bactériologie, compte tenu de la décès, la demande chimique en oxygène, et puis on a un peu de tributylphosphate, c'est pas un produit que j'ai l'habitude de rencontrer, c'est un solvant, hein. Et puis on a un peu de phtalate aussi, qui dépasse quand même les limites tolérées en normes de qualité européenne, également des nonylphénols. On a des concentrations de 70, je crois, microgrammes par litre, c'est-à-dire au-dessus des normes environnementales en vigueur en Europe, notamment. Et les nonylphénols sont des produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Les nonylphénols, les phtalates, c'est pas dû aux activités humaines? Non. Je vous dis, ce sont vraiment des éléments qui rentrent dans l'industrie textile, les produits chimiques. Vous avez déjà vu des niveaux similaires de nonylphénol dans votre carrière? Ah non. Non. On peut l'utiliser pour la culture, cette eau, ou pas? Non. Pas possible de l'utiliser en irrigation. Pour se laver, pour nettoyer les aliments? Non plus. Non plus. Elle est vraiment trop septique. C'est une eau en putréfaction. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser cette eau. Denis qui vit ici me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour utiliser l'eau quand même, est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Au minimum de la faire bouillir et de la réoxygéner, la réaérer avant enfin, une fois qu'elle est refroidie. Et de la décanter, parce qu'il doit y avoir aussi des matières en suspension. Bon, au moins la faire bouillir. Premier conseil, ne pas la boire.
Je suis triste pour moi, pour les riverains du Citarum, parce que les victimes de cette pollution ne connaissent rien du degré de dangerosité auquel elles sont exposées. Tenez Denis, voici les résultats. Merci. Ce document va nous être utile pour prouver que l'industrie textile pollue l'eau et que ça a un impact sur les humains et sur l'écosystème. Nous savons maintenant quels polluants il y a dans cette eau. C'est très important. Merci. Denis Riswandwani veut agir dès ce soir, près de chez lui. Les militants de son association ont repéré un déversoir d'une usine en plein milieu de la ville. Le site est sous surveillance, il ne faut pas traîner. C'est le déversoir? Oui. L'eau vient de cette usine qui est juste derrière. On va bloquer ce déversoir et on espère que cela pourra diminuer le débit des rejets d'eau usée, voire carrément de bloquer le conduit. Comme ça, l'entreprise sera obligée de traiter l'eau de manière appropriée. On prend des risques, bien sûr, mais c'est mieux pour la santé des habitants. Victoire! Une victoire symbolique, car d'après ces militants, 90% des 500 usines textiles qui longent le Citarum ne traitent pas correctement leurs eaux usées. Quelles grandes marques de vêtements se fournissent auprès des usines polluantes que nous avons repérées? Nous passons au crible des dizaines de vêtements. Puis, leur étiquette, pour savoir lesquels travaillent en Indonésie. Tiens, regarde, un gilet Made in Indonesia. Un pull H&M, fabriqué en Indonésie. Made in Indonesia. Nous nous procurons ensuite les listes des sous-traitants indonésiens de ces grandes marques. Les usines dont nous avons prélevé les eaux usées y apparaissent. PT Panasia, Jaya Abadi. L'entreprise est inscrite dans le registre des sous-traitants d'H&M. Panasia travaille également avec d'autres marques, comme Uniqlo. C'est dans les eaux du groupe Panasia que nous avons trouvé des forts niveaux de nonylphénol, un puissant perturbateur hormonal. L'usine Gistex et ses rejets chargés en plomb est aussi un sous-traitant de la marque Uniqlo. Quant à Lenzing, l'usine dont les évacuations atteignent des records en sulfate, elle fournit en matière première des grandes marques de vêtements comme Uniqlo et H&M. Le géant suédois H&M a justement un bureau à Jakarta, la capitale indonésienne. C'est ici, au 21e étage. Nous les avons déjà sollicités par mail, sans succès. Bonjour. Je suis journaliste français et j'essaye de contacter un responsable d'H&M. J'ai déjà envoyé mes informations au siège, mais je n'ai pas eu de réponse. D'accord. Attendez ici, s'il vous plaît. Exceptionnellement, Bonjour. l'une des responsables d'H&M Indonésie nous reçoit. J'aimerais être sûre que la caméra est bien éteinte. Dorénavant, nous tournons avec notre téléphone portable. J'ai compris que c'était à propos de l'environnement, c'est ça? Oui. Sur l'eau? Oui. Nous avons fait des analyses d'eau. Ce que nous avons trouvé est très intéressant car il s'agirait d'une pollution de certains sous-traitants d'H&M en Indonésie. Nous parlons de votre responsabilité environnementale. Ça vous surprend? Vous étiez au courant? J'aimerais en discuter d'abord avec mon équipe en charge des questions environnementales. Ce sont des paramètres techniques plus complexes que ceux que j'ai l'habitude de traiter.
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'H&M s'engage sur la question des eaux usées industrielles. Nous savons que le monde n'est pas parfait. Bien sûr, nous n'aimons pas voir ce genre de résultats. Vous avez déjà vu le déversoir de Lenzing South Pacific? Non, je n'y suis jamais allée, donc je ne peux pas vous répondre. Je vais regarder vos analyses et en parler au siège à Stockholm. Et on vous fera une réponse écrite. Que des réponses écrites, pas d'interview. Exactement. Merci, au revoir. 3 semaines après cet entretien, H&M nous écrit. Nous sommes sincèrement concernés par le sujet que vous évoquez dans votre rapport. H&M a la taille, l'envergure et l'ambition pour mener le changement vers une industrie de la mode vraiment durable. La production de matières premières, comme celle de l'usine South Pacific de Lenzing, concerne toute l'industrie textile. C'est un important défi que nous résoudrons avec l'ensemble de l'industrie. Nous continuerons à choisir les meilleures alternatives possibles. Concernant l'usine Panasia Jaya Abadi, nous avons effectué des audits indépendants, le dernier en juillet 2017. Nos résultats ne montrent aucun dépassement des limites dans la gestion de leurs eaux usées. Par ailleurs, ce sous-traitant réalise des contrôles chaque mois. Malgré nos nombreuses relances, ce fournisseur d'H&M ne nous a jamais autorisés à tester de nouveau ces rejets d'eau usée. La marque japonaise Uniqlo, également mise en cause, nous répond. Les analyses auxquelles nous avons eu accès ne prenaient pas en compte la présence de plomb et de sulfate dans les eaux usées des industries. Nous vous remercions d'avoir attiré notre attention sur les niveaux inacceptables de ces paramètres à proximité de l'usine Gistex. Dans le cas de l'usine Panasia Jaya Abadi, après votre enquête, nous avons pu consulter des rapports qui montrent des niveaux de nonylphénol et de phtalate en dessous de vos résultats. Cependant, nous avons commandé une expertise indépendante afin d'approfondir nos résultats sur place. Nous aurions pu multiplier les exemples. 252 marques de vêtements travaillent avec des sous-traitants indonésiens qui déversent leurs eaux usées dans le Chitarum. Ici, les grands groupes de la mode sont tous réunis dans la même association. L'API, le lobby de l'industrie textile en Indonésie. Un secteur clé, en pleine lumière. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Seule ombre au tableau, la pollution. Le représentant du lobby s'appelle Iji Esmi. Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement exactement? On fait plein de choses. Des productions plus propres, des écolabels, des écoproductions, on en fait tellement. Respecter l'environnement, c'est bon pour les affaires? Ouais. Et vous pensez que l'eau qui sort des usines textiles est potable? Qu'on peut s'en servir pour irriguer les plantations, que l'on peut se doucher avec? Oui, on peut l'utiliser, oui. Nous lui présentons nos analyses d'eau et celles du riz qui montrent la présence de polluants industriels des usines textiles, des perturbateurs hormonaux, des molécules neurotoxiques ou cancérigènes. Vous la boiriez, vous, cette eau? Elle vient du déversoir du groupe Panasia, l'un de vos membres. Vous l'utiliseriez pour irriguer vos champs? Si j'habitais là-bas, oui, je l'utiliserais. Même avec tous les polluants que je viens de vous montrer? On n'a pas le choix. Est-ce que vous êtes triste pour votre pays, pour l'environnement? Mais on n'a pas de solution. Il faut dire aux grandes marques qu'elles arrêtent de travailler avec ce genre d'usine, c'est simple. Donc ces grandes marques ont le vrai pouvoir? Oui. Arrêtez de commander dans ce genre d'usine et le problème est résolu. En tant que père de famille, qu'est-ce que ça vous fait de voir des enfants jouer autour de ces usines? Parfois, quand je vois ce genre de pollution, je me dis que dans 50 ans, on sera peut-être comme... comment dire? Des X-Men. Des mutants? Oui, des mutants. Voilà, dans 50 ans, nous serons peut-être des mutants. Un sourire en faucille. Le porte-parole du lobby du textile reconnaît l'impact de son industrie sur la santé des riverains du Chitarum. Le rideau tombe. Avant d'en arriver à ces sinistres prédictions, l'État indonésien ne pourrait-il pas prendre des mesures pour éviter cette contamination chimique? Hello, mister. How are you? I'm good. How are you? Thank you for having us.
Au ministère de l'Environnement, le responsable du contrôle de la pollution accepte de nous rencontrer. Il découvre nos analyses, un peu surpris. Ce sont des informations très intéressantes pour nous. Je vais demander au directeur du contrôle de l'eau qu'il refasse des analyses avec vos paramètres et si on retrouve les mêmes résultats, nous demanderons au gouvernement régional de revoir l'autorisation d'exploitation de ces usines. Je pense que nous devons aussi revoir nos critères concernant l'industrie textile. Nous allons changer les paramètres et ajouter dans notre spectre d'analyse le sulfate, le plomb et les métaux lourds. Enfin, une bonne nouvelle pour les riverains du Chitarum. Une bonne nouvelle, rapidement occultée par les derniers résultats de notre enquête. Les analyses de cheveux. Depuis l'Institut de santé du Luxembourg, le professeur Appenzeller nous envoie son compte-rendu, qu'il vient tout juste de terminer. Oui, on a les résultats. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant dans ces cheveux d'enfants indonésiens? Beaucoup de choses intéressantes. Là, on est monté à plus de 50-54 polluants différents en moyenne dans les prélèvements de cheveux des enfants d'Indonésie. 54 polluants dans les cheveux de ces enfants. Est-ce que c'est un nombre que vous voyez habituellement ou c'est plutôt la fourchette haute? 54, quand on en recherche 140, c'est quand même assez important. Et ce qui est sûr, c'est que si on recherchait plus de molécules, on trouverait aussi plus de polluants présents dans les échantillons biologiques qu'on analyse. Donc d'une certaine façon, on a un petit peu affaire à la face émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ces résultats? Certains polluants comme le PCB 180, qui n'est jamais détecté dans les échantillons des enfants de France. Donc là, il était détecté dans la quasi-totalité des enfants qui étaient analysés au niveau de l'Indonésie. D'accord. C'est quoi exactement le PCB 180? C'est typiquement des rejets industriels. Et alors, ils sont classés en termes de toxicité mutagène, cancérogène, reprotoxique. Est-ce qu'il y a une autre molécule dont les niveaux vous ont paru intéressants? Le paranitrophénol, certains enfants qui approchent les 200 picogrammes par milligramme. D'accord. C'est intéressant parce que le paranitrophénol, c'est un insecticide très utilisé dans l'industrie textile pour protéger le tissu des parasites. Oui, alors, c'est des neurotoxiques. Ils ont été développés dans ce but-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie de la même famille chimique que les gaz de combat. Vous savez, le sarin, le VX, c'est la même famille chimique. Le paranitrophénol, dans mon souvenir, on le retrouve aussi dans les cheveux des enfants français, alors que cet insecticide est interdit dans notre pays. Les vêtements fabriqués en Indonésie pourraient être une source de contamination? C'est une question que je me suis posée, moi. C'est une question que je me suis posée parce que c'est quelque chose, parce que finalement, des vêtements qui viennent d'Indonésie, il y en a plein. Ça, très souvent, c'est quelque chose qu'on peut même voir sur les étiquettes. Je me demandais dans quelle mesure ça pouvait pas aussi être une source d'exposition pour les enfants dans d'autres régions. Ouais. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse d'autres prélèvements pour que ça ait un peu plus de sens scientifique pour vous? Oui, quand on voit des résultats comme ça, ça demanderait à avoir plus d'échantillons pour avoir une vision plus représentative de la situation au niveau de l'Indonésie, chez ces enfants en particulier. À très bientôt. On se tient au courant, d'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Nous donnons ces résultats aux mères de famille, comme Nourayati, la maman de Yuda et Reva, dont nous avons prélevé les cheveux. Si ces enfants tombent à nouveau malades, ces analyses pourraient peut-être aider des spécialistes à mieux les diagnostiquer. Comme convenu, nous prélevons les cheveux de 45 enfants supplémentaires vivant à proximité des usines de textile. Le professeur Appenzeller pourra ainsi mieux documenter leur exposition aux polluants et intégrer pour la première fois l'Indonésie dans sa nouvelle étude mondiale. Au terme de ce voyage, un espoir. Et s'il était possible de produire des vêtements le long du Chitarum tout en respectant l'environnement et la santé des riverains? C'est le pari de cette grande usine, la seule du pays à avoir décroché un écolabel international très exigeant.
Hendra Indowirawan a investi plus d'1 million d'euros pour produire du tissu de manière plus écologique et plus responsable. Nous avons sélectionné les meilleurs produits de teinture chimique pour qu'une fois traitée, l'eau que nous rejetons ait le minimum d'impact sur l'environnement. Par exemple, pour nettoyer les fils, avant nous utilisions un détergent trop chargé en produits chimiques. Nous l'avons remplacé par une nouvelle substance. À l'extérieur, les eaux usées sillonnent les bassins de décantation, de filtration, de réoxygénation. Les matières solides sont même séparées, puis recyclées. En tout, 12 étapes de traitement. L'eau que nous rejetons est potable. Avant et après. Nous sommes un petit exemple pour montrer au monde qu'on peut faire des affaires en ayant un minimum d'impact sur l'environnement. Nous venons de décrocher les labels écologiques. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles commandes. Mais bientôt, je suis sûr que nous aurons davantage de commandes de l'étranger. Parce que le critère numéro 1 pour les grandes marques reste encore le prix? Oui, ça reste le prix. Les tissus de cette usine sont 10% plus chers que ceux de ses concurrents indonésiens. Serait-ce le prix pour que le Citarum redevienne le fleuve le plus sacré du pays et non le plus pollué du monde? Pour répondre à la demande mondiale, la production de textiles en Indonésie devrait augmenter de 75% d'ici à 2030. Les grandes marques de vêtements ne peuvent plus détourner le regard. De trop nombreuses victimes payent déjà le prix fort.